Bien, merci beaucoup. Merci à la conférence introductive et donc à M. Cochet qui me permet aussi de dégrossir un tout petit peu certains points. C'est très bien, nous serons complémentaires. Donc je vais vous parler des familles, ou de là, ou des familles françaises avant la guerre de 14. Et l'axe majeur de ma contribution sera de nuancer évidemment l'impact de la guerre de 14-18, non pas pour en nier évidemment, pour nier cet impact, mais pour le recadrer dans les évolutions qui précèdent la guerre de 14, pour mieux comprendre d'une certaine manière ce qui a véritablement été bousculé par le conflit mondial du point de vue des familles. Alors évidemment en 25 minutes, présenter la famille française ou les familles françaises avant 1914, c'est une tâche, vous imaginez bien, impossible. L'ampleur du sujet, la variété des thématiques est gigantesque. Par ailleurs, il y a un aspect qu'il faut bien prendre en compte, qui a été souligné déjà par M. Cochet, c'est la variété sociologique, la variété sociale et aussi la variété régionale des comportements familiaux et des modèles familiaux dans la France d'avant 1914. Donc j'en resterai à des points saillants, en ne pouvant pas éviter évidemment un certain schématisme des propositions. Donc on parlera beaucoup en moyenne, si j'ose dire, et on restera à un niveau d'idée globale. Alors, il me paraît important de signaler tout de suite que la notion de famille traditionnelle, entre guillemets, n'a aucun sens avant 1914. Nous n'avons pas affaire à une France d'avant 1914 dans laquelle il y aurait une famille traditionnelle qui serait inchangée depuis des siècles et qui serait tout à coup bousculée enfin par la Première Guerre mondiale. Il y a déjà une famille, des modèles familiaux, des comportements familiaux qui sont en mutation. Et ceci, c'est très net pour la Belle Époque, mais pour certaines évolutions, on peut même remonter aux années 1860 pour un certain nombre d'aspects, voire au XVIIIe siècle, j'aurai le temps d'en parler tout à l'heure. Donc, par beaucoup d'aspects, la guerre de 14 doit être comprise du point de vue de l'histoire des familles, moins comme un phénomène de rupture que plus comme un phénomène d'accélérateur d'un certain nombre d'évolutions. Et j'essaierai d'insister sur ce point. Alors le point de départ, j'ai décidé de reprendre une des photos du catalogue d'exposition. Je crois que d'ailleurs c'est une photo... c'était la photo de l'affiche, voilà, c'est ça. Alors vous voyez cette photo, qui est une photo de famille de 1914, enfin d'une famille d'avant 1914. Je l'ai choisie parce qu'elle permet de partir tout de suite sur ce qu'est la famille, et en particulier dans sa définition en termes de ménage. Ici, vous avez une photo dans laquelle vous avez un père, une mère, deux enfants, un garçon et une fille, ce qu'on appelle le choix du roi à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une famille qui est plus grande que la taille moyenne des familles françaises de 1914. C'est un point fondamental, les familles françaises d'avant 1914 sont petites. Les ménages français ont en effet, deuxième image, sont en effet extrêmement réduits. La France possède une taille des ménages qui est la plus faible d'Europe avant 1914. Vous avez un tableau ici, vous voyez que la France se situe à 3,34 personnes par ménage, ce qui est extrêmement faible. Et c'est un des rares pays qui est en dessous de 4 personnes par ménage, juste avant 1914. Et vous voyez que ce n'est pas une question purement et simplement d'industrialisation, puisque des pays qui sont très industrialisés ont évidemment plus de personnes par ménage que la France. Et vous remarquez que l'évolution est encore à la baisse, puisqu'en 1886, c'était 3,52, ce qui était déjà très très faible, et c'est 3,34 en 1911. Donc ça, c'est un point fondamental qui singularise vraiment la situation française. La famille française est petite, très restreinte, avant 1914. Alors, il faut tout de suite faire un rappel important. Comment expliquer ce phénomène ? Alors, tout d'abord, il faut bien prendre en compte que la majorité des régions françaises, depuis le Moyen-Âge au moins, sont fidèles à un système nucléaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille traditionnelle très nombreuses, avec cohabitation des générations, sauf dans quelques régions, qui sont par exemple le Quercy, les Pyrénées, les Pays de Garonne, la Savoie, un peu de Limousin, etc. Mais globalement, dans ces régions-là, vous avez cohabitation
à 3 générations, sous l'autorité de l'aïeul ou de l'aïeule. Mais dans la plupart des régions françaises, et ce depuis très longtemps, et donc en 1914, on vit dans des ménages nucléaires. Et ça, c'est un point fondamental. Les régions, par exemple la Seine-et-Marne, c'est une région de ménage nucléaire depuis des siècles. Ça, c'est un point fondamental. Ce qui veut dire que dans ces familles, les principes d'organisation sont l'autonomie et l'indépendance financière des générations adultes. Surtout entre membres masculins. C'est-à-dire qu'on ne vit pas entre deux générations adultes, père et fils, ensemble. Donc évidemment, ça réduit la taille de ménage. Le jeune couple s'établit généralement au mariage dans son propre foyer. Et il faut une situation de crise pour que s'opère un regroupement résidentiel considéré alors comme forcé. Donc ça va être la perte d'un époux, par exemple, un veuvage donc. Ça va être une maladie, la ruine financière de la famille, la sénilité d'un aïeul, mais dans ce cas-là, c'est vraiment à la dernière extrémité que l'on accueillera un vieillard dans son foyer. Vivre avec ses enfants et ses petits-enfants n'est pas, dans la majorité des régions françaises, un idéal de vie, avant 1914. La grand-mère et le grand-père, dans le fauteuil, près de la cheminée, qui vivraient en bénissant leurs enfants le soir à la veillée, c'est un mythe. Et ça, il faut bien le prendre en compte dans la plupart des régions françaises. C'est un mythe qui est d'ailleurs porté à l'époque, et ça a été dit assez justement tout à l'heure par M. Cochet, c'est un mythe qui est porté par la pensée anti-révolutionnaire, notamment la sociologie loplésienne, et par l'Église catholique, qui valorise les relations d'autorité dans la famille, dans une posture anti-individualiste. Mais c'est un mythe. Dans le monde rural en particulier, le vieillard, ou la personne vieillissante, veut vivre chez elle et à son compte. Elle ne veut pas être dépendante de ses enfants. C'est vécu comme une humiliation. Donc pour cela, on prépare sa vieillesse, toute sa vie, notamment en constituant des rentes viagères, ou bien en accumulant un patrimoine dont on se dessaisira dans la vieillesse, en vendant des parts, notamment à ses enfants ou à un certain nombre d'individus proches, de façon à financer sa propre vieillesse. Ce qui n'empêche pas, évidemment, une coopération économique dans la parenté large, que l'on verra pendant la Première Guerre mondiale, notamment dans les travaux des champs. Je pense que ça va être évoqué pendant ces 2 jours. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point qui explique cette taille réduite, c'est la présence évidemment d'une population urbaine importante en France, qui n'est certes pas la plus importante d'Europe, en proportion, elle est encore minoritaire à cette époque, mais c'est un pays quand même très largement urbanisé. Et en ville, la taille des ménages est inférieure à la taille des ménages ruraux. En particulier dans les classes populaires. Alors pourquoi ? Parce que les logements des classes populaires, dans le milieu ouvrier, sont évidemment très petits. Et donc, dans ces ménages, on a tendance à accueillir effectivement une personne extérieure au couple et à ses enfants uniquement dans des situations temporaires. C'est-à-dire, par exemple, un frère migrant, un cousin qu'on accueille, ou un jeune couple qui s'installe dans un premier temps, va venir vivre chez ses parents, mais très vite, il va partir. On n'est pas dans une logique de cohabitation, encore une fois. Le phénomène est un peu moins vrai dans les élites bourgeoises et aristocratiques urbaines. Alors, en effet, pour les élites bourgeoises et aristocratiques, un point qui est fondamental, c'est la présence des domestiques. On est dans une société dans laquelle, lorsqu'on fait partie de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie, on a nécessairement au moins un domestique qui vit à demeure. Et donc les ménages des élites sont légèrement plus importants, par définition. Les milieux aristocratiques, dans quelques milieux aristocratiques, il y a aussi la trace de ce qu'on appelle les ménages communiers, c'est-à-dire l'idée de générations qui vivent ensemble, par exemple dans un hôtel particulier, c'est ce qui avait été montré par Éric Mention-Rigaud en particulier, mais ce sont vraiment quelques familles, c'est très très exceptionnel. Donc on vit encore dans une logique de lignage commun, vivant dans un grand espace, mais avec des espaces intérieurs dans l'hôtel particulier qui permettent une intimité conjugale minimale. Et puis vous avez un phénomène de dégradé de ce modèle aristocratique dans la haute bourgeoisie ou dans la bourgeoisie importante, qui sont les immeubles familiaux,
C'est-à-dire que tout à coup, une famille bourgeoise va posséder un immeuble entier, et la famille va vivre à l'intérieur de cet immeuble. C'est très fréquent dans la bourgeoisie de Paris, dans la bourgeoisie de Marseille, de Bordeaux. Et les appartements sont disséminés auprès des membres de la parenté avec des échanges en fonction des évolutions démographiques de chaque couple. Donc, par exemple, Victor Hugo, fin XIXe siècle, vivait à l'étage au-dessus de son fils, et donc vous voyez ses petits-enfants tous les jours, mais ils étaient dans des appartements séparés. Voilà à peu près pour vous situer un peu le phénomène. Et donc on est dans une logique là de regroupement lignagé ou intergénérationnel qui est évidemment lié à la présence d'un patrimoine collectif très important et auquel on se sent solidaire. Mais évidemment ce phénomène-là ne concerne pas le monde ouvrier. Vous en doutez immédiatement. Mais le point fondamental qui explique la toute petite taille des ménages français en Europe, c'est bien entendu, et c'est la faible fécondité française, qui est un point essentiel. Il faut appuyer sur le petit bouton. C'est pas grave. Donc ici, vous avez un tableau. Bien évidemment, j'espère que vous pourrez récupérer ces chiffres d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais ça doit être possible. J'imagine que les PowerPoint... voilà. C'est le taux de natalité en France, donc le nombre de naissances pour 1000 habitants par année, et puis le taux de fécondité légitime pour 1000, c'est-à-dire le nombre moyen de naissances annuelles des femmes mariées. Et vous voyez, donc juste avant la guerre, le taux de fécondité légitime, qui est l'indicateur le plus pertinent, est seulement de 114 pour 1000, et qu'il est largement inférieur au reste de l'Europe, et notamment quasiment moitié de celui de l'Allemagne, et moitié de celui de l'Italie. Alors ça, c'est un point fondamental. La France a une fécondité extrêmement réduite en 1914. Je pense que ce n'est pas une découverte pour vous. Mais c'est un point essentiel pour comprendre aussi le rapport à la guerre, et notamment à l'entre-deux-guerres pour la suite. Donc au recensement de 1911, on s'aperçoit que les ménages, les familles, ont finalement assez peu d'enfants qui sont déclarés. 22% ont 0 enfant, la moitié ont 1 ou 2 enfants. Et vous voyez que les familles nombreuses sont assez rares, parce que bien évidemment 3 et plus, je ne vous cache pas qu'à partir de 6, il y en a très très peu. Voilà. Donc ça c'est un point important à comprendre. Il n'y a pas de large fratrie dans la société française, notamment en 1914. Et les familles, les parents qui voient partir au front leurs enfants, ont peu de descendants. Et notamment, on peu de garçons. Et donc, on peu d'héritiers porteurs du nom. Un point qu'il faut toujours garder en tête lorsqu'on comprend ce qui s'est passé pendant la guerre de 14. Alors pourquoi ? Parce que la France est entrée la première, comme vous le savez, en Europe, dans la révolution démographique, depuis le XVIIIe siècle dans certaines régions, comme la Normandie ou la Garonne, grâce à la technique de ce qu'on appelle le coitus interruptus, ça je ne reviens pas, mais surtout parce qu'à partir de la fin du XIXe siècle, toutes les régions françaises, y compris les régions catholiques comme la Bretagne, la Lozère, la Savoie, etc., toutes ces régions sont maintenant entrées dans une phase de malthusianisme actif. Alors en fait, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions européennes. On peut parler d'un malthusianisme diffus dans toute la société française. Je pourrais citer parmi 1000 exemples celle du docteur Kéméraire, qui est le maire de Saint-Martin-de-Ré dans les années 1880, qui explique dans un livre sur l'histoire des habitants de l'île de Ré que quand les habitants de l'île de Ré croisent un père avec des enfants, ils disent dans son dos « c'est un sot, il a beaucoup d'enfants ». Voilà, donc ça c'est une idée qui est permanente dans la société française de l'époque, et on la retrouve dans pas mal de cartes postales humoristiques, qui sont citées dans un livre excellent sur les cartes postales de Jean-Marc Robassel, qui est ici présent. Et vous voyez, c'est typique. On est très content à un enfant, et très vite, on est désespéré lorsqu'on a beaucoup d'enfants. Ça, c'est une idée qui est très très importante dans les mentalités françaises d'avant 1914. Il y a énormément de cartes postales sur ce thème. Bien. Le résultat, vous le comprenez, c'est que la France est un pays vieillissant. La part des plus de 65 ans dans la population française en 1911 est la plus importante d'Europe, avec un vrai différentiel par rapport à d'autres pays. Et la part des jeunes est évidemment beaucoup plus faible, puisqu'on est à un quart de moins de 14 ans pour environ un tiers dans le reste des pays d'Europe, ce qui évidemment, là encore aussi, pèse sur la question de la mobilisation pendant la guerre de 14. Alors, face à ce phénomène,
Et oui, il faut aussi insister sur la stagnation de la population. Donc, comme ça vous a été dit, la France, qui était la première puissance démographique de l'Europe au XVIIIe siècle, n'est plus en 1914 la première, mais si on considère la population métropolitaine, vous voyez qu'elle est devenue 5e derrière d'autres pays. Et que la croissance sur 60 ans a été très très faible par rapport à d'autres pays. Voilà, j'espère que vous récupérerez ces données. Alors évidemment, il y a une réaction politique qui est une réaction nataliste, familialiste, qui émerge dans les élites, médecine, chez les médecins, chez les scientifiques, chez les journalistes, chez les écrivains comme Zola, et bien évidemment dans le monde politique qui s'engage dans des associations à vocation familialiste, d'aide aux familles nombreuses, ou des associations qui favorisent la natalité. Donc en haut, vous avez des associations qui ont été créées juste avant-guerre, dans les décennies juste avant-guerre, d'associations familialistes, favorables aux familles nombreuses. Vous voyez. Et puis vous avez évidemment la plus importante des associations natalistes, qui est l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française, créée notamment par Jacques Bertillon, qui était le chef du service statistique de démographie de la ville de Paris de 1883 à 1913, qui était un personnage extrêmement important de la période, fondamental pour comprendre toutes ces questions, qui d'ailleurs orientent les questions des recensements français d'avant 1914 sur les questions de familles nombreuses. Et ces associations font une propagande active en faveur de la natalité ou de l'aide aux familles nombreuses, notamment vous avez des initiatives prises, par exemple le Conseil général de la Drôme qui décerne une médaille le 14 juillet aux femmes ayant eu aux 2 femmes ayant eu le plus grand nombre d'enfants vivants dans le département. Et vous voyez que c'est les premières fêtes, d'une certaine manière, c'est les prémices de la fête des mères, dont on dit souvent qu'elle est date de Pétain, mais c'est pas du tout, c'est bien antérieur. Ça existe déjà, donc presque avant 14. Et puis vous avez d'autres initiatives. Vous avez par exemple Edme Piot, sénateur de la Côte d'Or, qui dépose un projet de loi contre la dépopulation en 1900. Et M. Piot devient une espèce de figure de la lutte contre la dépopulation, et on a des propagandes, encore une fois par des cartes postales, qui évoquent ceci. Donc par exemple, la repopulation à M. Piot, assis, on a droit à une médaille, qui est une carte postale d'avant 1914, tout à fait intéressant. Donc, vous voyez à peu près dans quel cadre on se place du point de vue démographique, mais le bilan législatif est relativement médiocre avant 1914, il faut bien le dire. Fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui passe malgré des volontés de réformes législatives importantes, comme par exemple sur les questions fiscales, ou bien le vote familial, cher à Jean-Yves Le Naour, qui a écrit un livre entier sur cette question, que je recommande. Donc ces mesures-là ne passent pas. En revanche, vous avez une mesure qui passe, qui est le droit au repos pour les femmes en couche en 1909, qui est une des rares mesures d'avant 14. En revanche, tout ce mouvement de propagande va orienter ce qu'on appelle un climat familial, qui lui va avoir un gros impact dans l'entre-deux-guerres après la Première Guerre mondiale. Mais ça, je pense qu'on y reviendra. Climat familial, je reprends l'expression de Virginie Deluca, historienne de la question. Alors pourquoi peu de réalisations ? Parce qu'en fait, les élites politiques, les parlementaires, sont à la fois favorables à une politique familiale et à la fois inquiets à l'idée de l'introduction de l'État dans la sphère privée et notamment dans la sphère familiale. Est-ce qu'on ne remet pas en cause, d'une certaine manière, par ce biais, le modèle du Code Napoléon, du père magistrat domestique, qui a été présenté tout à l'heure par M. Cochet. On s'inquiète, d'une certaine manière, de la pénétration de l'État dans les bonnes familles. C'est quand même le point fondamental. Alors effectivement, il faut rappeler qu'en 1914, du point de vue du droit, on est encore sous le Code civil, donc sous le Code Napoléon, qui instaure une magistrature politique qui donne au père et au mari l'intégralité des pouvoirs dans la famille, pouvoirs financiers, éducatifs, résidentiels, etc. Et on pourrait donc croire que la famille française de la Belle Époque est un patriarcat, pour reprendre l'expression contemporaine en histoire du genre, un patriarcat, c'est-à-dire une véritable hiérarchie des générations et des genres. Mais en fait, ce patriarcat est beaucoup plus vacillant qu'on ne pourrait le croire au niveau des mœurs et de la législation juste avant 1914. En particulier, l'omnipotence paternelle est déjà en crise. Alors, sous cet angle, c'est par le biais du droit des enfants et de la protection de l'enfance que cette omnipotence paternelle est attaquée. En effet, ça n'est pas sous l'angle de l'égalité homme-femme dans le couple, qui est beaucoup moins mise en avant avant 1914.
On pourrait évidemment citer un certain nombre d'étapes, mais il me semble que l'étape cruciale, c'est la loi de 1889. Loi de 1889 qui est une loi sur la déchéance de la puissance paternelle, c'est-à-dire le fait qu'on peut de droit être déchu de sa puissance paternelle si on est condamné, si un père est condamné pour crime commis contre ses enfants ou incitation régulière à la débauche, ou bien condamné à la déchéance paternelle après une action de justice, par exemple dans les cas d'ivrognerie ou de violence. C'est-à-dire que tout à coup, l'État se conduit comme un garant de la capacité du père à se comporter en père. Et donc l'État, dans la pensée républicaine, se pense comme une espèce de super-père qui vérifie la qualité des pères concrets, au nom des intérêts de l'enfant et de la société. Et ça, c'est un point fondamental. Donc, évidemment, il y a des droits de l'enfant qui peuvent être opposés à l'intérêt des pères et à la puissance paternelle, si celle-ci ne remplit pas correctement ses objectifs, sa mission. Et ça, c'est un retournement très important de la Troisième République. C'est une remise en cause majeure du schéma napoléonien, mais dans le cadre du Code civil. Il y a une autre remise en cause législative du schéma napoléonien qui séparait notamment les familles légitimes et les ménages illégitimes, c'est le fait que les enfants illégitimes qui étaient laissés complètement sans subsistance depuis 1804 aux soins de leur mère naturelle, si le père naturel ne les avait pas reconnus, à partir de 1912, peuvent opérer une recherche en paternité qui leur permet de réclamer une assistance auprès d'un père non légitime. Et ça, c'est un point fondamental par rapport à la magistrature domestique de 1804. On est dans une société qui est en train de changer dans la perspective du rapport aux enfants et à la paternité. Alors ces mesures législatives accompagnent un mouvement de déhiérarchisation des relations intergénérationnelles, de reconnaissance de la personne de l'enfant, et donc de ses droits et intérêts. Ce qu'on pourrait appeler une horizontalisation, une démocratisation des relations familiales. Alors c'est très variable selon les régions, selon les milieux, selon les familles, mais c'est indéniable. Et je vous en donne un certain nombre d'exemples. Dans la fin du XIXe siècle, on s'aperçoit que, par exemple, le tutoiement réciproque dans la bourgeoisie est de plus en plus répandu. C'est-à-dire que les enfants tutoient leurs parents, par exemple. On voit aussi, à partir des années 1860, qu'il devient légitime de porter le deuil de ses enfants. Avant 1860, on ne porte pas le deuil de ses enfants, car ce sont des inférieurs. On ne porte pas le deuil d'un inférieur. À partir les châtiments corporels sont de plus en plus condamnés. Il y a par exemple des associations hostiles de protection des enfants martyrs, l'expression date de l'époque. Et en 1898, il y a une loi de protection des enfants contre les châtiments corporels. Et puis vous avez, dans pas mal de témoignages, un intérêt paternel pour les enfants qui progresse à partir des années 1860. L'idée que le père peut s'intéresser à un enfant de moins de 7 ans, par exemple, et à suivre son éducation est développée, par exemple, autour de Gustave Droz, de Victor Hugo, etc. Vous avez pas mal de thématiques sur ce point, et on voit des pères qui suivent au jour le jour les progrès de leur enfant, par exemple dans les carnets de santé qui ont été étudiés par Catherine Rollet à la fin du XIXe siècle. Et donc, y compris dans la petite enfance, qui est un phénomène nouveau. Avant 7 ans, normalement, les pères s'en occupaient assez peu. Et puis, vous avez aussi, dans la bourgeoisie, évidemment, plutôt, la promotion de la chambre d'enfant individuelle. C'est-à-dire que chaque enfant doit avoir un espace qui lui est propre. Il est une personne qui a des droits individuels. Donc, ce sont des éléments tout à fait intéressants. Mais ça ne concerne pas que les petits-enfants, ça concerne aussi les jeunes gens. À la toute fin du XIXe siècle, et avant 1914, comme l'ont montré les travaux d'Anne Marison en particulier, les sources judiciaires indiquent une tendance à un moindre contrôle familial sur les fréquentations, puis les alliances contractées par les jeunes gens et les jeunes filles. Par exemple, en milieu rural, ce qu'on appelle les marieurs, c'est-à-dire des intermédiaires, qui étaient mobilisés par les familles pour trouver des époux, etc., entrent en crise dans les années 1890. Et dans l'entre-deux-guerres, ça sera vraiment quasiment fini. Mais c'est dès les années 1890 qu'on ne fait plus appel à des marieurs. En fait, dans un certain nombre de régions, les jeunes gens, mais aussi les jeunes filles, ont plus de marge de manœuvre pour se rencontrer, pour se connaître et pour se choisir, y compris en milieu paysan où les enjeux patrimoniaux étaient décisifs. Avant le flirt de l'entre-deux-guerres, donc, dès la Belle Époque, à travers divers signes, par exemple l'abandon des modes vestimentaires régionales, le fait que, par exemple, la coquetterie et l'élégance deviennent des choses qu'on tolère dans les ménages populaires, y compris paysans. Ou bien à travers l'idée que les jeunes filles cherchent maintenant un homme qui enjôle, pour reprendre l'expression d'Anne Marison, donc dans les bals, etc.
on voit se dessiner une aspiration côté homme, mais aussi côté féminin, et ça c'est un point fondamental, à une relation conjugale plus affectueuse, permettant une intimité des cœurs, mais aussi des corps, plus étroite, y compris au plan sexuel. La traduction évidente de tout cela, voilà, très bien, c'est la remise en cause du pouvoir marital napoléonien par le biais du divorce pour faute en 1884. La loi Naquet de 1884 qui instaure le divorce pour faute. Et on voit qu'il progresse rapidement dans ce nombre de divorces pour 1000 habitants. Et ce qui est important, c'est qu'il progresse aussi dans les campagnes avant 14. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène purement urbain. Il y a un rattrapage dans la dernière décennie avant 14, y compris en milieu rural. Et la majorité, évidemment, des divorces sont demandés par des femmes qui sont insatisfaites de leur vie conjugale. Donc ça, c'est un point fondamental de remise en cause, encore une fois, de la magistrature paternelle et maritale du Code Napoléon. Mais c'est aussi une autre évolution tout à fait intéressante. L'évolution de cette évolution, c'est aussi l'arrivée dans le débat public de réflexion sur l'égalité homme-femme dans la vie familiale. Et ces débats n'occultent pas la question de l'égalité sexuelle. Par exemple, en 1907, vous avez un ouvrage extrêmement populaire, enfin, qui rencontre un certain succès plutôt populaire, de Léon Blum, qui est alors à l'époque un jeune normalien, qui écrit un livre qui s'appelle Du mariage. Et dans ce livre du mariage, il prône pour les jeunes filles la même liberté sexuelle avant le mariage que celle dont disposent les jeunes gens, avec comme objectif de faire en sorte que les unions soient mieux assorties. Et accessoirement aussi que la nuit de noces se passe mieux. Il exprime ainsi, au niveau de la bourgeoisie évidemment, une quête d'un idéal conjugal et familial qui donne plus de place à la figure du couple autonome uni par le sentiment. On est en 1907. Idéal qui sera, vous le comprenez, évidemment, soumis à rude épreuve pendant la guerre, mais auquel elle donnera justement cette guerre sans doute une légitimité renforcée, comme l'a montré, alors, parmi beaucoup de travaux, Dominique Fourchard dans le livre « Le poids de la guerre ». Je vous remercie. J'ai redonné un certain nombre d'éléments dans le catalogue d'exposition. Tout n'y était pas, mais voilà. Tu as dit très justement l'enfant, enfin le rôle de l'enfant qui devient plus prépondérant. On sait bien qu'à l'âge classique, comme on dit en France, les enfants, ça n'existait quasiment pas. Mais alors là, ce qui m'a intéressé, moi, où est la cause, où est l'effet, finalement? Est-ce que ces mesures-là entérinent quelque chose qui était déjà latent, patent dans la société, ou est-ce que c'est le mouvement social, ou est-ce que c'est finalement le mouvement social est créé par ces mesures? Non, moi j'aurais tendance à dire que il y a un mouvement social, en tout cas culturalo-idéologique, idéologique qui est bien plus ancien. Mon hypothèse, c'est que dans les années 1860, il y a un tournant. Il y a énormément de travaux des années 1860, enfin de publications des années 1860 qui mettent en valeur la spécificité de l'enfant. Alors, on pense évidemment à l'œuvre de Victor Hugo, qui est hyper importante pour comprendre ça. Mais vous avez un auteur, par exemple, comme Gustave Dorose, qui aujourd'hui est peu connu, qui écrit un livre qui s'appelle Papa, Maman et moi, je crois, et Bébé, un truc comme ça, en 1866, qui doit avoir 200 éditions, quelque chose de délirant en 1866, qui est un livre extrêmement intéressant parce que qui met en valeur la figure d'un père qui s'intéresse à un bébé dès la naissance, qui le prend, qui s'intéresse à ses progrès, à son développement personnel, etc., etc. Avec cette idée qu'un père, c'est aussi quelqu'un qui doit aimer, qui doit être proche, qui doit communiquer, etc. On est dans les années 1860. Et dans les mêmes années, en France, en Angleterre, dans un certain nombre de pays, vous avez des associations de promotion de la protection de l'enfance qui se développent, qui ne sont pas liées à des mesures législatives, qui justement réclament des mesures législatives. Donc c'est vraiment il y a un phénomène de retournement. Et ça s'appuie sur cette idée que d'une certaine manière, l'enfance n'est plus vue comme un âge où il y a, comment dirais-je, des vices à maîtriser, à contrecarrer, ce qui était la position, on va dire, classique, qui est l'enfant est un sauvage, un petit être soumis aux passions qu'il va falloir maîtriser. Mais au contraire, on a une vision qui s'inspire largement d'une position rousseauiste, en tout cas c'est réclamé dans une logique rousseauiste, cette idée que l'enfant est un innocent, qu'il faut préserver dans son innocence,
et qu'il faut protéger, et que les pères, en fait, la famille, et en particulier les pères, ont pour mission de protéger l'enfant, et non pas de le cadrer. Et ça, c'est une idée très importante, parce qu'en fait, ça va modifier la perception du Code de Napoléon. C'est-à-dire que l'idée de puissance paternelle va évoluer d'une certaine manière en termes de signification, alors que la puissance paternelle était vue comme quelque chose qui permettait, par exemple, d'emprisonner son enfant. Tout simplement, hein, on pouvait emprisonner son enfant sur décision paternelle au XIXe siècle. À partir de la fin du XIXe siècle, la puissance paternelle, c'est quelque chose qui protège l'enfant, qui est censé être une puissance tutélaire. Ce qui fait renouer avec la pensée des Lumières. Parce qu'en fait, cette idée-là était déjà présente dans les années 1760-1770. Elle a inspiré largement la Révolution française, mais comme on sait, après la fin de la Révolution française, il y a un retournement napoléonien jusqu'à un certain point. Et le Code Napoléon rétablit la puissance paternelle, mais en fait, il la rétablit dans une vision qui est déjà tutélaire, mais qui n'est pas vue complètement. Et à partir des années 1860, c'est vraiment cette vision-là. Et donc l'État est là pour vérifier que les pères agissent dans la bienveillance et la protection de leurs propres enfants. Et donc les lois, d'une certaine manière, évoluent en fonction de cette nouvelle vision idéologique, donc je dirais que c'est l'inverse, en fait. Voilà. Alors évidemment, ça peut avoir un impact social, comme toute loi, mais ça vient de plus loin. Merci. De rien. Une dernière question. Moi, je pose deux petites questions. Oui. En fait. Est-ce que la loi sur la déchéance paternelle est finalement appliquée? Oui. Et puis, est-ce que vous avez cité le nombre de divorces? Alors, on voit qu'ils sont en augmentation, mais alors, je sais pas, j'ai cru voir dans mes lectures que finalement, après la Première Guerre mondiale, ce sont les hommes qui demandent le divorce, alors qu'avant, c'était plutôt les femmes. Oui, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une communication sur les divorces? Je ne veux pas non plus déflorer. Non, je ne crois pas. Voilà, donc je te réponds. Effectivement, avant 14, vous avez une progression assez sensible du nombre de divorces, et notamment dans la dernière décennie avant 14, parce qu'en fait ça touche maintenant tous les milieux. Au début c'était plutôt urbain, ouvrier. Il n'y a pas 50 000 travaux là-dessus, hein, je précise quand même. C'est pas une bibliographie intense. Après 14, effectivement, au retour, il y a une poussée de divorces gigantesque au retour de 14-18, généralement demandée par les hommes qui sont obsédés par la question des cocus, quoi, du copuage. Voilà, donc c'est vraiment un truc qui pose un énorme problème. Beaucoup d'hommes sont convaincus que leur femme les a trompés et ça n'arrive pas à leur sortir d'esprit. Vous avez des travaux, dont Dominique Fourchard en parle dans son livre sur les poids de la guerre. C'est un vrai souci. Mais en fait, c'est un moment temporaire. C'est vraiment très, très peu de temps. La poussée retombe, il y a une retombée ensuite, et puis on va rejoindre des phénomènes avec plutôt des femmes qui demandent le divorce. Donc il y a un phénomène très précis après la guerre de 14, mais ça ne dure pas très longtemps. C'est quand même essentiellement les femmes qui demandent le divorce. De toute façon, c'est la tendance. On est sur un divorce pour faute. Ce qui, je le rappelle, n'est pas évident pour les femmes de l'époque, puisque justement il y a un problème d'autonomie financière par la suite. C'est justement la progression du divorce de la part des femmes, c'est un phénomène majeur parce que justement il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent contre cette émancipation féminine dans purement et simplement les questions sociales. C'est-à-dire que vous êtes paysanne, vous demandez le divorce, bah, vous faites quoi? Donc s'il y a une progression, c'est qu'il y a une vraie demande qui correspond à quelque chose de profond en termes de conception de la vie de couple. Voilà. C'est un point qu'il faut jamais oublier. On n'est pas dans quelque chose qui est abstrait et éthéré. On ne peut pas demander un divorce comme ça dans une société ancienne, sans protection sociale majeure. C'est fondamental. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Et sur la loi... À la loi de 1889, je pensais avoir répondu. Oui, elle est appliquée, bien sûr. Oui. Oui. Donc il y a beaucoup d'échéances qui sont prononcées. Ça dépend de ce qu'on appelle beaucoup. Oui, il y en a. Il y en a, c'est de droit, de toute façon. Si vous êtes condamné à tel type de condamnation, vous êtes déchu de votre puissance paternelle. Point. De toute façon, ça concerne essentiellement les classes populaires. Hein. Rassurez-vous, on faisait assez peu de procès dans la bourgeoisie. Donc il n'y a pas de problème, on peut y aller. Vous voyez, au XIXe siècle, on ne se pose pas tellement le problème dans ces termes. On retire les enfants assez facilement. Mais inversement, des pères peuvent mettre en prison leurs enfants.